Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une revue du courtier Trade Republic, courtier qui est devenu très connu en France parce qu'il a certaines qualités assez pratiques, et puis également parce qu'il a fait beaucoup de publicité, notamment via des influenceurs, et on va parler entre autres dans cette vidéo de Nicolas Chéron, ambassadeur un petit peu phare de Trade Republic, qui a de manière assez amusante un petit peu les mêmes qualités et les mêmes défauts que le courtier qu'il représente, puisque oui, en l'occurrence ce courtier a des défauts, et même des défauts assez forts, qui vont avoir pour principale conséquence de faire perdre de l'argent aux personnes qui l'utilisent en moyenne, pour des raisons qui sont pas forcément celles auxquelles on va penser en premier, et qui tiennent autant de l'utilisateur lui-même que du courtier en question. Alors pour mettre un peu de contexte, Trade Republic appartient à une vague de nouveaux courtiers qui s'appellent les néo-brokers et qui sont tous plus ou moins des descendants d'un courtier qui a eu un succès absolument gigantesque aux États-Unis et qui s'appelle Robinhood. Ce courtier, Robin des Bois, a atteint 27 millions d'utilisateurs aux États-Unis avec une proposition très innovante, avec un courtier qui va être basé sur une application mobile excessivement simple d'accès, avec tout hyper simplifié, joli, ergonomique, etc. et des frais qui a été annoncé comme inexistants, qui est pas exactement vrai, on va revenir dessus. Mais enfin, ce courtier a eu un succès gigantesque et tous les courtiers qui ont suivi après et qui sont sortis après sont tous plus ou moins des inspirations de Robinhood, Trade Republic y compris, c'est quasiment une copie. Il n'y a rien de très grave à ce niveau-là puisque tous les courtiers ont copié Robinhood et que voilà, c'est une adaptation assez classique d'un produit qui marche bien aux États-Unis, en Europe, comme il y en a beaucoup d'autres parmi nous. Alors au niveau des frais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les courtiers peuvent se nourrir d'amour et d'eau fraîche et que les courtiers sont gratuits, que ça soit Trade Republic ou Robinhood. Alors je vais casser un mythe, mais ce n'est pas le cas. Les courtiers sont bien rémunérés, d'autant plus qu'ils ont des dépenses en publicité en général absolument astronomiques et puis même des dépenses de manière générale assez élevées. Donc non, ils se rémunèrent bien. Et comment est-ce qu'ils font? Ils ont un système qui s'appelle le Payment for Order Flow. Et ce système, assez simplement, c'est Trade Republic ou Robinhood qui envoie les ordres que vous faites à des market makers, on appelle ça comme ça. Ensuite, ces market makers exécutent vos ordres et ils donnent ensuite une rétro-commission sur vos ordres au broker qui leur a donné l'ordre en question. Alors c'est quelque chose qui a pas très bonne réputation, qui est d'ailleurs interdit partout en Europe, sauf en Allemagne, pays dans lequel est Trade Republic. C'est aussi autorisé aux États-Unis pour l'instant. Et ça a notamment assez mauvaise réputation parce que c'est pas très transparent. C'est-à-dire, on sait pas vraiment combien il touche, dans quelles conditions, pourquoi est-ce que c'est fait. Et il peut y avoir un conflit d'intérêt entre l'intérêt qu'a le broker à gagner une commission maximale et l'intérêt du client à avoir un ordre qui est exécuté à un prix bas, etc. Mais très important, il y a des gens qui pensent que c'est à cause de ça que les clients de Robinhood ou de Trade Republic vont perdre de l'argent. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas les frais, c'est important de le dire. C'est vraiment pas les frais ou le payment for order flow qui vont faire que les clients des néo-brokers en moyenne vont perdre de l'argent. Et en réalité, on peut dire que dans une certaine mesure, pour les courtiers, c'est même assez mauvais que leurs clients perdent à ce point de l'argent. Et c'est même ça d'ailleurs la principale raison de l'effondrement en bourse de Robinhood. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, les investisseurs se sont rendus compte que le client moyen de ce courtier, même s'il a émis à la base 3 ou 4 000 euros, il lui restait sur son compte 50 euros parce qu'il avait tout perdu en investissant n'importe comment. Et en fait, ça a énormément pénalisé Robinhood qui très vite perdait des clients parce que juste il n'avait plus d'argent et qu'il ne voulait plus vraiment investir avec eux ou quoi que ce soit. En fait, la vraie raison qui a fait que la majorité des clients avaient des performances assez mauvaises, ça a été ce qu'on a appelé la gamification de l'investissement. À la base, la plupart des gens investissaient de manière assez sérieuse avec une certaine stratégie, essayaient de faire ça plus ou moins sur le long terme. Et en gros, Robinhood a transformé l'investissement pour un certain nombre de personnes en une espèce de jeu vidéo sur téléphone. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Et il y a notamment plusieurs points particuliers qui ont particulièrement contribué à la performance assez mauvaise des clients de Robinhood. Tout d'abord, le fait que ça soit un broker au départ exclusivement mobile et avec toujours la majorité des clients qui sont sur application téléphone, ça fait qu'en fait vous allez regarder votre compte beaucoup plus souvent que si c'était un compte sur ordinateur. Parce que le téléphone, tout le monde le regarde 250 fois par jour et donc vous allez regarder souvent assez régulièrement votre courtier avec vos positions. Ça va vous faire réfléchir, repenser, ou là ça monte, ça baisse, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Et en fait ça va vous conduire à avoir une gestion qui va être beaucoup plus active que la gestion que vous auriez eu normalement et que la gestion optimale d'ailleurs, puisqu'il a été observé que la période sur laquelle il faut détenir en moyenne une action de manière optimale pour avoir le plus gros rendement possible à la fin, c'est une période de 3 ans. Vous achetez une action, vous la gardez en moyenne pendant 3 ans et ensuite vous la vendez et vous faites ça à l'infini, c'est ça qui vous permet d'avoir le meilleur rendement. Or là, les clients de Robinhood, ils avaient une période de détention de moyenne de 3 jours. Enfin, c'était extrêmement rapide parce que ils gardaient tout le temps les choses et puis en plus au moment du Covid, ça bougeait beaucoup, etc. Et ça a forcément très largement réduit leur performance. Et il y a un deuxième point, ça va être à la fois la simplification excessive et la mise en avant de produits très risqués. Alors tout d'abord, sur ces applications, on va avoir quasiment aucune information financière, simplement un graphique avec un prix et puis des gains, des pertes, etc. Ce qui va rendre l'investissement trop simple en fait et va pousser les gens à investir comme ça de manière pas assez réfléchie, simplement en regardant ce qu'ils peuvent voir, c'est-à-dire les grosses performances, donc les valeurs qui ont beaucoup monté ou les valeurs qui ont beaucoup baissé. Et c'est amplifié par le fait que si vous allez sur la page de Trade Republic ou de Robinhood, etc., vous allez voir plus grosses variations. Et donc vous allez voir des actions qui ont pris 50%
50% dans la journée, qui sont souvent des valeurs hyper spéculatives, voire des crypto-monnaies. Ça va vous encourager à investir sur ça plutôt qu'investir sur, je sais pas, du General Electric ou des valeurs beaucoup plus défensives comme ça, qui vont jamais être dans les plus gros movers, mais qui pourtant peuvent être de très bons investissements. Également, même des produits qui devraient normalement être réservés à des professionnels très expérimentés vont être tellement simplifiés sur ces plateformes que ça va inciter les gens à en prendre. Et notamment sur Robinhood, vous aviez des produits à effet de levier, c'est-à-dire des produits sur lesquels vous investissiez 1000 € pour avoir une exposition qui pouvait aller mais jusqu'à des sommes absolument invraisemblables, plusieurs centaines de milliers d'euros avec simplement 1000 € d'investissement. Et ben ça incitait à aller sur ces produits hyper spéculatifs qui sont vraiment pas du tout faits pour des particuliers et qui vont avoir comme principal effet de faire perdre une énorme partie du portefeuille très très rapidement parce que c'est pas des choses adaptées, il va y avoir des appels de marge très vite et hop, les gens vont se faire complètement décimer. Et c'est un peu pareil pour les crypto-monnaies, beaucoup de crypto-monnaies excessivement spéculatives qui vont être mis en place et voilà, vous allez investir et paf, avec un coup de pas de chance, moins 95% et c'est terminé. Alors la question qui se pose quand même, c'est est-ce que c'est vraiment la responsabilité des brokers si en gros les utilisateurs investissent de manière irresponsable? Alors aux États-Unis, pays de la liberté individuelle, ça a pu passer au départ, mais en fait quand on se rend compte que notamment les commissions que reçoivent les brokers pour les produits très spéculatifs sont beaucoup plus élevées que les commissions qu'ils reçoivent pour les produits beaucoup moins spéculatifs et que donc ils ont un intérêt financier à mettre ça en avant. Puis de plus évidemment un broker a intérêt financièrement à ce que vous fassiez beaucoup de transactions parce que si vous faites une transaction une fois et qu'ensuite vous gardez l'action toute votre vie, vous allez être très peu rentable pour le broker parce que lui il se nourrit des commissions, ce qui fait qu'en fait les intérêts des brokers sont pas du tout alignés avec les intérêts des consommateurs et ce qui donc fait que globalement on peut quand même considérer qu'il y a une incitation assez volontaire à avoir un comportement qui, tout le monde le sait parce que c'est connu aux États-Unis notamment très largement, va avoir des résultats en termes d'investissement et de performance absolument exécrables. Alors parlons un peu de l'ambassadeur de Trade Republic, Nicolas Chéron. Le problème en fait de Nicolas Chéron est un petit peu le même que celui de Trade Republic, c'est qu'il va faire pas mal de communication autour d'investissements qui effectivement sont très bons et très réfléchis, de l'investissement sur d'ETF à long terme comme ça, petit à petit, ce qui va être assez malin, ou d'autres investissements qui vont être assez sérieux. Mais il va également faire beaucoup de tweets sur des investissements qui sont absolument ridicules, notamment beaucoup de ventes à découvert d'indices américains du Nasdaq avec de l'effet de levier x50, mais vraiment des investissements qui sont juste risibles et qui sont même pas d'investissement, qui sont du jeu. Il faut appeler ça du jeu et pas l'investissement parce que là, on est vraiment sur du casino et rien d'autre. D'autant plus que les justifications apportées sont de l'ordre de l'analyse technique, donc autant dire à rien. Enfin, c'est presque aux États-Unis on s'en moquerait. En France, les gens connaissent pas, donc machin, mais aux États-Unis c'est presque une blague les tweets que peut faire Nicolas Chéron. Et ce qui m'a pas mal dérangé avec ces tweets, c'est que il considère qu'il incite pas vraiment les gens à faire du trading, qu'il les incite à faire l'investissement sérieux. Mais le problème, c'est qu'il montre ses gains. Enfin, il montre certains de ses gains parce qu'on va voir que évidemment c'est pas ce qui se passe dans la réalité. Il montre certains de ses gains avec des gains justement absolument énormes sur ses shorts du Nasdaq et effet de levier, etc. Et en fait, montrer des gains comme ça, objectivement, c'est une incitation à faire ça beaucoup plus puissante que quoi que ce soit d'autre. Je suis même presque un peu hésitant à vous montrer les screenshots des tweets parce que en réalité, c'est tellement impressionnant de voir des gains aussi forts que ça va être la meilleure incitation possible pour inciter qui que ce soit à faire la même chose, à essayer de faire de la vente à découvert de Nasdaq qui fait le levier x50 comme ça. Sauf que vous vous en doutez, en fait, le Nasdaq a pris à peu près 25% sur les 3 derniers mois, donc il s'est fait complètement laminer sur toutes ses positions. Il a répété 50 fois qu'il était short du Nasdaq, il a dû faire 50 short du Nasdaq. Globalement, il a peut-être perdu des dizaines de milliers d'euros en faisant ça parce que le marché a absolument explosé, il a quasiment jamais baissé. Les seules fois où il a réussi à prendre des petites captures d'écran avec des gains, c'était vraiment les 2 seuls moments sur 2 mois où il y avait un petit peu de gains, mais tout le reste, il a dû se faire absolument lapider. Et pour donner un petit peu une contre-incitation pour être bien clair sur ce que ça va produire comme effet que de faire de la vente à découvert comme ça sur les indices, si je voulais aujourd'hui faire une formation sur comment perdre le maximum d'argent le plus vite possible en investissement, je vous dirais de faire exactement ça, c'est-à-dire faites de la vente à découvert avec de l'effet de levier le plus gros possible sur des indices qui sont complètement imprévisibles et qui en plus vont avoir tendance plutôt à monter. Donc vraiment, si par hasard vous avez une épargne qui traîne et que vous avez envie de la dilapider le plus rapidement possible, je pense que c'est encore plus rapide que d'aller à la banque, prendre les billets dans des sacs et puis les jeter à la poubelle. Je pense que c'est encore plus rapide de faire de la vente à découvert d'indices américains. Voilà, pour être parfaitement clair avec ça. Et preuve d'ailleurs que les choses ne vont pas si bien que ça pour Monsieur Chéron. Il s'est senti obligé de faire la promotion d'une formation Master Bourse fait par Monsieur Youssef Arabi qui travaillait avant chez Sony Electronics, en fait qui n'a jamais géré d'argent de manière professionnelle, qui n'y connaît pas grand chose et qui vend la formation à 1500 €. Donc voilà, énième formation très chère faite par quelqu'un qui n'y connaît rien, qui est pas forcément ce dont l'écosystème a besoin, mais je suppose que ça a mis du beurre dans les épinards dans une période sur laquelle les investissements ne devaient pas être particulièrement fructueux. Bon, tout ça pour dire que objectivement, Trade Republic n'est pas forcément un mauvais courtier, c'est plutôt un courtier qui va vous inciter à avoir un comportement qui va pas être très bon. Alors j'ai remarqué qu'ils faisaient quand même un peu des efforts et qu'ils avaient notamment supprimé un des accès aux produits dérivés pour le rendre un tout petit peu plus difficilement accessible. Enfin, ça reste quand même un courtier pas forcément extraordinaire à ce niveau-là, mais enfin voilà. Et on sent qu'ils essayent de corriger les défauts qu'a historiquement leur modèle, mais c'est très compliqué. En fait,
fait, il faudrait refaire complètement le courtier de A à Z et le faire sur ordinateur et tout changer parce que le fait déjà qu'il soit sur téléphone et qu'il soit cumulé, ça rend l'investissement avec ça très compliqué. La recommandation un peu bizarre que je vais donc vous faire, c'est n'hésitez pas à prendre un courtier moche, chiant et compliqué à utiliser parce qu'au moins il va vous forcer à investir de manière plus stratégique, plus sur le long terme et de manière plus intelligente. Et typiquement les courtiers français qui sont objectivement des bien moins bons courtiers en termes de frais, très mauvais en termes de service après-vente, avec des interfaces moches et lentes et qui marchent pas, et ben en fait le fait que ces courtiers soient très moches, etc., ça va vous pousser à pas aller dessus non plus toutes les 5 minutes, à investir de manière plus long terme, et même si les frais sont un peu moins bons, le plus important ça reste votre comportement d'investissement et le fait d'investir de manière efficace. Je tiens également à préciser qu'il est tout à fait possible de gagner de l'argent sur Trade Republic et même d'investir intelligemment sur Trade Republic. Personnellement, j'ai fait tester le courtier à des amis pour voir comment ça se passait avec eux, etc. Et effectivement, ils ont commencé à me dire s'il fallait pas spéculer sur ceci ou cela au bout de quelques mois. Mais voilà, je leur ai expliqué ce qu'il fallait qu'ils fassent. Et ils l'ont fait et ils ont très bien performé puisqu'ils ont pris des valeurs du Nasdaq pendant la période où le Nasdaq montait. Voilà, coup de bol, c'était bien. J'ai un autre ami qui a pris ça avec des actions françaises, ça s'est aussi bien passé. Donc c'est tout à fait possible d'investir de manière intelligente. Mais il faut vraiment avoir cette idée en tête que il faut avoir une forte rigueur, un cadre, ne pas trop regarder l'application, même de préférence désinstaller l'application après avoir fait ses investissements et la réinstaller de temps en temps pour voir où ça en est. Il faut vraiment faire preuve d'une prudence toute particulière quand on est sur ces néo-brokers ou alors aller sur des courtiers voilà, sur ordinateur un peu plus rustres comme des Giroud ou les courtiers français si vous voulez faire des PEA. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, des retours, vous pouvez me les donner. Je précise qu'il n'y a aucun lien d'affiliation ni en description ni quoi que ce soit. Je sais que moi-même je voulais faire un courtier à une époque et c'est un peu ça qui m'a aidé à faire la vidéo parce que je connais assez bien le monde des courtiers. Mais bon, au plus tôt, si ça arrive, ça arrivera dans 2 ans. Donc voilà, pas vraiment de conflit d'intérêt. J'essaye de faire une review objective qui pourrait vous aider potentiellement. À une prochaine fois.